Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai publiée hier sur la déclaration de Omar Hilal à la conférence des non-alignés. Et je voulais revenir sur quelques réactions que j'ai eues, notamment concernant les déclarations que j'ai faites dans la vidéo. Parmi elles, il y a la déclaration que j'ai faite par rapport à la guerre d'Algérie. Donc je réitère, je suis affirmatif. Les Français se sont retirés d'Algérie, non pas parce qu'ils perdaient sur le terrain militaire. Les Français avaient une armée suffisamment puissante pour mater toute rébellion en Algérie. Ils se sont retirés sous la pression des Américains et des Soviétiques. Et ils se sont retirés aussi parce que l'Algérie devenait un poids économique et qui ne pouvait plus justement soutenir la population locale. Et donc, d'ailleurs, ils ne se sont pas vraiment retirés parce qu'ils sont restés dans le sud du Sahara. Et c'est à cette époque qu'ils ont mené tous leurs tests nucléaires dans le Sahara algérien, ce qui a occasionné beaucoup de problèmes. Mais ils ont conservé les champs de pétrole, justement. Les Français ont conservé tous les champs de pétrole dans le sud de l'Algérie. Et c'était ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas contrôler le territoire. Ce qu'ils voulaient, c'est juste les sous-sols. Et ils l'ont eu aujourd'hui. Une des entreprises pétrolières les plus puissantes du monde, c'est Total. Et il n'y a pas de pétrole en France. À votre avis, comment ils l'ont eu? Comment Total est devenue la plus puissante des entreprises pétrolières du monde? Aramco, je comprends, il y a du pétrole en Arabie Saoudite. Shell, je comprends, il y a du pétrole il y a du pétrole en Hollande. British Petroleum, il y a du pétrole en Scotland, en Écosse. Aux États-Unis, ExxonMobil, il y a du pétrole au Texas, mais Total, c'est quoi cette aberration? Il n'y a pas de pétrole en France et c'est la compagnie la plus importante, la plus puissante du monde. Et la raison pour laquelle c'est une entreprise puissante, c'est parce qu'ils ont joui des sous-sols algériens pendant très longtemps et ils continuent d'ailleurs à exploiter ces sous-sols. Il y a aussi beaucoup de réactions parlant d'ingérence de la part du Maroc, à cause de cette déclaration de Omar Hilal. Mais ce que ces gens oublient, c'est que si le ministre des Affaires étrangères algérien n'avait pas sorti de son chapeau la question du Sahara, qui n'était pas encore une fois dans la liste des points à aborder durant la conférence, Omar Hilal n'aurait jamais abordé la question de la Kabylie. Donc c'est toujours en réaction, le Maroc réagit toujours. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer une vidéo qui va vous convaincre une fois pour toutes de cette hypocrisie du côté algérien de ce régime de fous qui est de l'autre côté de la frontière. Donc vous allez voir cette vidéo et je vais reprendre tout de suite après. Et Algérie Presse Service, j'aimerais bien, peut-être que je vais extrapoler un petit peu, parler d'un autre sujet. Il y a le mouvement de l'indépendance du RIF, le mouvement Khattabi qui prend de l'ampleur quotidiennement. On assiste à des manifestations chaque jour. Il y a des appels multiples vers l'international, pour sensibiliser la communauté à l'international. Il y a une partie des terres occupées, des terres des Rifains occupées. Quel commentaire faites-vous? Qu'est-ce que je pense? Tout simplement, au Maroc, il y a une démocratie. Tous ceux qui ont une opinion différente, qui peut être différente du gouvernement, peuvent s'exprimer. C'est pour cela que ces gens au RIF s'expriment chaque jour, librement, sans qu'ils ne soient ni attaqués, ni emprisonnés. Ce n'est pas la situation en Algérie, où il y a des morts, où il y a des dizaines, sinon des centaines de gens qui sont disparus. La différence entre le RIF et du Kabyle, au Ardaya, c'est que dans les Kabyles et à Ardaya, les morts et les disparus se comptent par centaines. Au Maroc, on n'a pas de mots. On a la liberté d'expression, on a la liberté d'expression, on a la liberté de mouvement, on a la liberté de rassemblement. Donc, tout le monde, tous ceux qui peuvent s'exprimer librement, ils peuvent le faire dans le respect de la Constitution. Si vous... Donc vous voyez cette incroyable question qui a été posée par cette journaliste de l'APS, donc Agence Psychopathe Service, c'est l'agence de presse algérienne, et vous voyez à quel point c'est une question vicieuse, et encore une fois cette dame parle au nom de l'État, de son gouvernement, et c'est elle qui aborde encore une fois la question du RIF en parlant de territoire occupé, donc c'est toujours une agression qui vient de l'Algérie, et vous avez une réaction du côté marocain, et je mets au défi ceux qui parlent d'agression marocaine, je vous mets au défi de me trouver une seule vidéo où un représentant marocain aborde la question de la Kabylie en parlant d'autodétermination ou d'indépendance sans qu'il y ait au préalable une agression de la part du côté d'en face. Je vous mets au défi de me trouver une vidéo sur YouTube, vous la trouverez pas. Parce que c'est toujours le Maroc qui se défend, c'est toujours le Maroc qui rappelle à l'Algérie son double discours et qui lui rappelle son hypocrisie crasse. L'Algérie, c'est le seul pays au monde qui parle encore de Sahara occidental.
Il n'y a plus aucun pays au monde qui n'aborde ce sujet, si ce n'est l'Algérie. Même l'Afrique du Sud qui a plein de problèmes. D'ailleurs, vous voyez que c'est d'ailleurs assez bizarre. Tous les pays qui sont alliés à l'Algérie, c'est des pays qui sont dans une situation catastrophique. À commencer par l'Algérie elle-même. Il y a des pénuries d'eau, il y a des manifestations à peu près tous les jours dans le sud de l'Algérie. Ils ont une monnaie qui ne vaut absolument plus rien. Mais leur priorité, c'est le Sahara marocain. C'est le Sahara marocain. Mais ça, encore une fois, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont rien à proposer à leur peuple. Les dirigeants algériens n'ont pas de moyens de résoudre la question sociale. Ils n'ont pas les moyens de donner du travail à ces populations du Sud qui sont marginalisées, qui n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont accès à rien. Pourtant, tout le pétrole vient de là. Toute la richesse est extraite des sous-sols, mais ces gens n'ont absolument rien. On leur donne rien. Ils ont le droit à rien. Même le travail, ce sont des gens qui viennent du Nord, des Algériens de Alger et Oran, qui viennent et qui prennent tous les emplois. Donc il y a un ras-le-bol général dans les provinces du Sud, mais il y a aussi un ras-le-bol dans les provinces du Nord, parce qu'il n'y a pas d'eau courante. À Alger, il y a des manifestations de la soif où ils bloquent des rues. Bref, c'est un gros bordel et le régime n'a aucune réponse à apporter à ces gens. Et ça me rappelle un peu ce qui se passe en France. En France, le pouvoir est impuissant face à la question sociale, du chômage de masse. Il y a beaucoup de problèmes sociaux en France. Les gens vivent dans une certaine misère. Il y a un déclassement de certaines populations en France. Il va te parler d'intégration, il va te parler de l'islam, il va te parler de l'islam dans la société. Ce sont des rapports, des sujets qui n'ont aucun rapport avec les problèmes des Français, les problèmes directs des Français qui sont plus sociaux. Donc ils essayent de détourner l'attention du peuple vers des sujets qui n'ont aucun effet sur leurs conditions de vie en fait. Parce qu'ils n'ont pas de réponse sociale, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de solution aux problèmes des Français. En Algérie c'est la même chose. Vous êtes face à un pouvoir illégitime, impuissant, qui a besoin de créer un ennemi à l'extérieur pour souder le peuple autour d'une cause commune. Mais c'est un classique, tous les régimes, d'ailleurs tous les régimes qui sont amis de l'Algérie, les anciens satellites de l'Union soviétique, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Algérie, ils ont tous besoin de se créer un ennemi à l'extérieur du pays, à l'extérieur des frontières. Donc pour l'Algérie, c'est la France et le Maroc qui est considéré comme le bras droit de la France. Pour la Corée du Nord, c'est les États-Unis et le Japon, sont les éternels ennemis du peuple coréen. Pour le Venezuela, c'est l'empire du mal, c'est-à-dire les impérialistes américains. Même chose pour Cuba. Ils ont tous besoin d'avoir un ennemi parce qu'ils ont un système social, un système économique, un modèle économique qui ne fonctionne pas. Et ils n'ont pas envie de changer parce qu'ils ont bénéficié de ce système pendant très longtemps. Et s'il devait y avoir un changement, ce serait un changement radical qui mettrait fin à leurs avantages, à la corruption qui les a rendus riches. Donc tous ces gens illégitimes, ils s'accrochent au pouvoir, ils s'accrochent à leur système pour tout simplement conserver leurs privilèges et protéger leur famille. Mais je peux aussi citer l'Iran. L'Iran, c'est le même principe. L'ennemi éternel, c'est Israël, les sionistes et l'Amérique. Ces régimes autoritaires ont besoin d'un ennemi extérieur pour survivre. C'est capital pour eux. Et beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'ont dit oui, mais en étant critique et en ayant un discours assez violent à l'encontre de l'Algérie en général, tu joues un peu le jeu des dirigeants. Mais moi j'ai envie de leur dire, mais si les Algériens ne sont pas assez intelligents pour voir la manipulation de leur régime, je peux strictement rien pour eux, c'est une cause perdue. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais ce qu'il faut à l'Algérie c'est juste un changement de régime, justement le Hirak c'est l'espoir, blablabla. Moi j'y crois pas, hein. Moi je crois que c'est la chose la mieux partagée en Algérie, c'est vraiment l'hostilité à l'égard du Maroc et le soutien au Polisario, justement. Sinon, le régime n'en ferait pas une obsession partout, quoi. Le régime, c'est le seul point commun. C'est la seule chose vraiment qui unit ce régime militaire à leur peuple. C'est la détestation ou l'hostilité à l'égard du Maroc. Et même ceux qui disent « ils s'en foutent du Polisario, ça les concerne pas », au fond d'eux, je suis sûr que ça les arrangerait bien qu'il y ait un État indépendant qui bloque le Maroc. Parce que beaucoup de Marocains ne réalisent pas qu'un État indépendant au sud du Maroc serait une catastrophe. Ce serait l'encerclement du Maroc. Ce serait tout simplement la fermeture de la porte de l'Afrique. Et parce qu'on aurait besoin justement de négocier l'entrée dans cet État fictif
pour pouvoir accéder au marché africain. Ce serait une catastrophe parce que ce serait qui sera mis en place, qui seront les gouvernants de cet État fantoche, cet État marionnette de l'Algérie. Ce sera des généraux qui viennent de l'Académie d'Alger, et donc ce serait une catastrophe. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Je suis avant tout retraité militaire, où j'ai fait une carrière militaire de 34 ans, où j'ai pu servir de nombreuses fois en Afrique. Je suis arrivé ici en 2005, mais en tant que militaire. Ensuite, je suis parti en Afrique. Mais où ça en Afrique? Alors, l'Afrique, ma dernière mission, c'était en Côte d'Ivoire, où j'étais le responsable financier de l'opération. Oui. Sinon, j'ai eu l'occasion de servir dans le désert du Sahara occidental. Où ça exactement? Au sein de la MINURSO. C'était à Tifariti. Tifariti, qui n'est pas très loin de Smara. Smara, c'était le quartier, le PC du quartier, le PC Nord. Il y avait un PC Sud, un PC Nord et un PC qui était à l'Aïn. Alors c'est côté marocain, côté mauritanien ou côté algérien? Non. Non, il y avait deux côtés à cette époque-là, c'était en 1997. La Mauritanie s'était retirée parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir soutenir une guerre de longue haleine. Donc restait le Front Polisario soutenu par l'Algérie et les Marocains qui se battent pour cette bande de terrain qui a été, entre guillemets, abandonnée par les Espagnols. Donc les Marocains ont construit un mur de 2000 km de long qui va du sud-ouest de l'Algérie jusqu'en Mauritanie. Votre grade à vous? Qui était désigné, moi j'étais capitaine. D'accord. J'étais le responsable logistique du team site. Donc vous avez côtoyé que les Sahraouis du Polisario ou les Sahraouis du côté marocain? Je n'ai côtoyé que les Sahraouis côté Polisario. Donc côté algérien. Enfin côté algérien, non, pas côté algérien. Vous étiez sur la bande? Vous n'étiez pas Tindouf, on est d'accord? Ça n'est pas reconnu, c'est une bande neutre pour l'instant, si vous préférez. Ça n'appartient pas à l'Algérie. Donc vous étiez sur la bande qui est de l'autre côté du mur qu'a construit le Maroc. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des habitations là-bas? Les habitations ont été détruites par la guerre. Nous personnellement, on avait affaire à des unités qui vivaient dans la montagne. Donc combien de gens vivent sur cette bande-là de l'autre côté du mur marocain? À peu près. Ce sont des nomades. Donc très peu. J'ai pas d'effectifs à pouvoir vous donner. D'une part, c'est en 1997. On est quand même en 2017. Moi, ce qui m'intéresse, en 97, combien il y avait de gens à peu près de l'autre côté du mur? Vous, par exemple, en 2 ans, vous en avez rencontré combien à peu près? Je sais pas, peut-être. Mais c'était à peu près, juste pour avoir une idée. On en a peut-être rencontré 500. D'accord. Et vous, votre opinion personnelle, est-ce qu'il faut... J'ai pas à avoir d'opinion personnelle. Vous êtes retraité aujourd'hui? Oui, non, j'ai pas à avoir d'opinion personnelle. Même en étant retraité? Oui, tout à fait. Mais vous êtes libre de tout engagement à l'égard du ministère de la Défense? Non, parce que on a eu l'occasion d'aller du côté marocain aussi, ils ont de bonnes raisons. L'Algérie, à juste titre avec le Front Polisario, voudrait avoir cette bande de terrain qui pour l'instant est occupée par les Marocains. Mais pourquoi l'Algérie se mêle de cette affaire? Les Marocains seraient entourés par les Algériens, c'est-à-dire que les Algériens auraient une ouverture sur la Méditerranée et une ouverture sur l'Atlantique. Et pourquoi les Algériens se mêlent de cette affaire? Pardon? Pourquoi les Algériens se mêlent de cette affaire? Alors là, ça doit remonter un peu à la nuit des temps aussi. D'après vous, de la même façon, les Marocains avec cette fameuse marche verte. Et vous, d'après vous, pourquoi l'Algérie se mêle du dossier du Polisario? Parce qu'il y a des choses à récupérer, il y a des mines. Il y a des mines de phosphate, il y a très certainement des nappes de pétrole, il y a très certainement du gaz, il y a des intérêts économiques énormes. Donc vous pensez que c'est uniquement pour des intérêts économiques que l'Algérie s'intéresse à ce dossier-là ou pour les droits de l'homme? Il y a, à mon avis, il y a les deux. Il y a d'une part pour ce que je vous ai expliqué, pour que l'Algérie puisse avoir une ouverture à la fois sur l'Atlantique et une ouverture sur la Méditerranée, ce qui ferait que le Maroc, à ce moment-là, serait enclavé au milieu de l'Algérie, pratiquement, ce que les Marocains ne veulent surtout pas. En quoi ça les dérangerait, les Marocains? Parce que les Marocains et les Algériens ne se sont jamais très bien entendus. À cause de quoi? Pourquoi ils s'entendent pas? C'est des musulmans, c'est des berbères, c'est des arabes? Entre autres, cette fameuse... Entre autres pour cette fameuse raison, parce que c'est un problème qui dure depuis quelques dizaines d'années quand même. C'est bien que les Marocains ont étanchéifié leurs frontières. À ma connaissance, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de frontières routières. Elles sont fermées. On ne peut y aller qu'en avion ou éventuellement en bateau. C'est quelque chose qui est
primordial pour le Maroc. Il y a énormément de ressources dans cette région. Ce sont des ressources qui seront exploitées par l'Algérie, qui utilisera toutes ces ressources pour nuire au Maroc, encore une fois. Et encore une fois, il faut voir cette crise sous le prisme de la maladie mentale. Le régime algérien et les Algériens en général, parce qu'ils sont lobotomisés, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. À l'école, ils apprennent qu'il y a un pays qui s'appelle le Sahara occidental et qui est indépendant et qui est colonisé par le Maroc. Et ils grandissent dans cette illusion, dans cette haine, dans cette propagande de leur régime. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais se réconcilier. On ne pourra jamais se réconcilier parce que c'est des générations qui ont été abreuvées à la haine anti-marocaine. Ils ont été, dès le plus jeune âge, abreuvés de mensonges. On leur a dit que les Marocains colonisaient un pays qui était indépendant à l'époque, alors que la Sahara occidentale n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'État dans cette région. D'où sort ce nom, Sahara occidental? C'était le Sahara espagnol. On parlait de Sahara espagnol avant 1975. Et d'un coup, on a entendu parler de Sahara occidental. Mais ce nom est sorti d'une caserne militaire d'Alger, ainsi que le drapeau qui est similaire à celui de la Palestine. Si le drapeau de Sahraoui, le drapeau de la Rast, est identique à celui de la Palestine avec le croissant et l'étoile en plus, c'est pour une raison. C'est parce qu'on a voulu, dans les casernes d'Alger, on a voulu faire croire que c'était le même combat, que c'était deux choses absolument identiques. Mais tout ça, ça a été artificiellement créé. D'ailleurs la Mauritanie aussi c'est un état artificiel, ce sont des états qui n'ont pas existé, qui ont été créés, et d'ailleurs l'Algérie, si on parle de ça, c'est à dire que tous les pays qui encerclent le Maroc sont des pays qui n'ont aucune légitimité historique. Ils ont été créés par des puissances coloniales. Ils sont nés d'un crime. Ça, je le rappelle tout le temps. Je dis, c'est des pays qui sont nés d'un crime, le crime de la colonisation. À part la Tunisie, bien sûr. La Tunisie a une longue histoire, Carthage. Ils ont une histoire qui est riche. Ils ont des capitales, Kérouane, qui étaient des capitales de grands empires, les Fatimides notamment. Mais à part la Tunisie, on est dans un gouffre, c'est-à-dire que les pays qui nous entourent sont des créations qui ont été d'ailleurs créées pour nous maintenir dans cet état de guerre et de tension perpétuelle, parce qu'il y aura toujours leur légitimité qui s'oppose à la nôtre. Et c'est ça le problème, et là, c'est une question centrale, et les Marocains doivent être conscients de cela, c'est très important. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste réagir à la vidéo parce que j'ai vu des commentaires assez incroyables. Il y a une pétition qui est en cours. Je vous le rappelle, c'est une pétition que j'ai lancée il y a quelques jours. Il y a déjà plus de 6000 signataires. C'est pour justement demander à Google, Apple et Microsoft de effacer la ligne en pointillé qui sépare le Maroc de son Sahara. Parce qu'elle est effacée, si vous consultez les cartes du Maroc, vous ne verrez pas la ligne, mais si vous les consultez de France ou du Canada, ben vous allez voir cette ligne imaginaire. Donc c'est une pétition qui est toujours sur Internet. Je vais mettre le lien en description et n'hésitez pas à signer si vous ne l'avez pas fait. À bientôt.